Et merci d'avoir accepté d'être interviewé pour ce livre que j'ai beaucoup lu, qui me paraît particulièrement, comment dire, synthétique, parce qu'il rassemble des choses vraiment très diverses, des grands domaines. Alors, bien sûr, il y a le, les arts martiaux et la médecine chinoise, et derrière tout ça, le Tao. Mais vous mettez ça en pendant avec les neurosciences, et puis cet ensemble d'éléments vise aussi à des pratiques dans une optique qui m'a l'air assez spirituelle dans l'ensemble. C'est tout à fait exact. C'est une approche euh, qui parcourt un champ extrêmement large, oui. Et donc, c'est toutes vos formations et toute votre expérience professionnelle, vos expériences successives, si j'ai bien compris, qui vous permettent de sortir un bouquin comme celui-là. Alors, je pense que ça vient d'un peu plus loin, de mon enfance, puisque j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager avec mes parents et mon adolescence a été partagée entre différents continents, ce qui fait que, par exemple, j'ai fait une classe de 7e au lycée Pasteur à Paris, mais par la suite, j'ai fait une classe de seconde à Athènes, D'accord. le premier baccalauréat à Saigon, à l'époque, qui s'appelle maintenant Ho Chi Minh Ville, et le deuxième baccalauréat à Tananarive. Ceci m'a permis de me rendre compte que les convictions ou les opinions sur la culture, etc., sont valables pour un lieu donné, mais pas forcément ailleurs, et qu'il fallait faire l'effort de comprendre ce que les autres avaient à dire et ce qu'ils avaient comme conviction, souvent contradictoires avec les uns avec les autres. D'accord. Et ce bagage scientifique, alors, qui visiblement vous tient à cœur dans l'écriture de ce livre, il vient d'où? Eh bien, j'ai passé une carrière à l'Institut Pasteur. J'ai eu une formation vétérinaire, ce qui était déjà quelque chose d'intéressant parce que autant la médecine humaine s'adresse uniquement à l'humain, à l'homme, pour les vétérinaires, l'humain n'est qu'un des mammifères parmi tant d'autres. Donc ça a été aussi une formation qui m'a ouvert les yeux sur la diversité de ce qui est du monde vivant. Et ensuite, j'ai eu une carrière effectivement à l'Institut Pasteur où j'ai travaillé pratiquement pendant une quarantaine d'années à peu près, en parcourant justement différents domaines, de la biologie cellulaire aux neurosciences, à l'épidémiologie, à la fabrication de vaccins, des réactifs. Donc, ça m'a ouvert un champ d'exploration du monde pasteurien qui était extrêmement important dans ma formation, évidemment, et ma vision du monde scientifique. Et à l'époque, alors, vous aviez des activités de type spirituel? Pas du tout. Pas du tout. Mes préoccupations étaient celles des scientifiques de l'Institut, c'est-à-dire de trouver les moyens d'éliminer les maladies dues aux virus, aux bactéries ou à d'autres agents pathogènes. Et donc, alors maintenant, c'est un renversement par rapport à ce genre de problématique. Et comment vous y êtes venu?
Alors, je pense que ça vient du fait que les anglo-saxons ont tendance à dire think global, act local. J'ai parcouru le monde et ça m'a fait connaître le monde extérieur. Et après ma retraite, je me suis dit qu'il était temps d'explorer le monde intérieur. Donc, je me suis pris très tard. Vous êtes encore jeune. Et alors, pourquoi le Qigong particulièrement? Alors, j'ai commencé avec le Tai Chi et le Qigong en parallèle. Et je me suis rendu compte que lorsqu'on commence le Tai Chi à mon âge, il faudrait beaucoup plus de temps pour, comment dirais-je, appréhender l'essence de cette pratique, parce que très souvent, on a tendance à s'intéresser plus à la gestuelle, à ce qui est visible, qu'à ce qui est invisible. Or, le Qigong permet de travailler beaucoup plus en profondeur sur l'intimité du corps et l'intimité des sensations. Et je me suis dit que si je pratique le Tai Chi simplement avec de la gestuelle, je n'aurais pas accès à cette intériorité qui m'intéresse plus, c'est plus que de faire simplement de la gymnastique. D'accord. Bon, justement, à qui s'adresse votre livre? Parce que il y a un aspect de réflexion, de connaissance. Et est-ce que ça s'adresse aussi à ceux qui pratiquent, à ceux qui pratiquent depuis longtemps, à ceux qui arrivent tout juste dans la pratique du Qigong? Je vais être un peu iconoclaste et égoïste, je dirais que ça s'adresse à moi-même. D'accord. J'ai écrit ce livre essentiellement pour faire le point sur un certain nombre de situations et pour faire des liens entre différents domaines qui n'ont pas de lien commun a priori, mais qui, sur le fond, peuvent se rejoindre. Donc, j'ai voulu faire un petit peu, comment dirais-je, une sorte d'aide-mémoire pour mettre en place les différents liens qui peuvent exister entre différents domaines. C'est bien, ça en fait un livre unique, hein, d'ailleurs. Vraiment, c'est en dehors de ce que l'on connaît de la littérature dans ce... Parce qu'effectivement, je n'ai pas voulu m'adresser ni aux scientifiques, ni aux partisans de la médecine chinoise. C'est plutôt une recherche personnelle. Oui. D'accord. Alors, dans cette recherche personnelle, il y a des choses très, très importantes qui reviennent. Alors, par exemple, la question du corps et de l'esprit. Ça me paraît Oui, tout à fait. dans ce que vous écrivez, oui. Tout à fait. Le corps et l'esprit, c'est une dualité qui existe effectivement en Occident, alors que c'est une dualité qui n'a pas lieu d'être en Asie, dont les cultures sont basées sur le fait que le corps et l'esprit est un tout. Alors qu'en Occident, on a favorisé, je dirais, les aspects intellectuels et on a fait un peu un certain dénigrement de ce qui est physique. D'ailleurs, dans ce qui est physique, il y a déjà une hiérarchie. On considère plus facilement les muscles que les organes internes, par exemple. On ignore tout des organes internes. On s'adresse plus au corps physique, c'est-à-dire à ce qui est apparent, les muscles et l'aspect physique, plutôt que l'intériorité du corps.
Et c'est aussi une certaine différence entre l'Occident et la façon chinoise d'aborder les choses, où par exemple, dans la médecine chinoise, on s'est évertué non pas à décrire les organes et leurs fonctions, mais à rechercher les liens de causalité entre chaque organe. Comment est-ce que le foie informe le cœur? Comment est-ce que les reins informent les poumons, etc. Donc, tous ces aspects ne sont pas des aspects descriptibles en tant qu'organisation visible. Ce sont des spéculations qui sont le fait d'observations extrêmement poussées sur la façon dont nos organes réagissent les uns avec les autres. Cette approche n'a pas été du tout le cas en Occident, où on est passé de la description de l'organe à la description de la cellule grâce à l'invention du microscope. Et puis ensuite, avec les techniques biochimiques, de connaître la composition chimique, la génétique moléculaire a permis des avancées formidables en sciences, mais qui réduisaient le champ de vision de l'humain. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance qui consiste à revenir à la complexité du monde vivant. On est en train de repasser de la molécule à la cellule et même de la cellule aux fonctions complexes. On parle maintenant de plus en plus de la communication entre le ventre et le cerveau. Tout à fait. Mais également entre les poumons et les intestins, ce qui est un axe tout à fait nouveau. Voilà. Et puis on est allé voir de plus près comment fonctionnait le cerveau. Pardon, je n'ai pas entendu. Pardon. On est allé voir de plus près aussi comment fonctionnait le cerveau. Oui, oui, tout à fait, oui. Alors, justement, je me posais une question sur la médecine chinoise. Est-ce qu'elle fait des liens explicites avec les pratiques, comme celle du Qigong? Les liens n'existaient pas sur le plan institutionnel, mais il y a une approche qui est similaire puisque les effets de la médecine chinoise et l'effet du Qigong sont basés sur la notion de yin-yang déjà, oui, mais également de l'existence des méridiens, puisque dans le Qigong, nous travaillons également sur les méridiens et sur la circulation de l'énergie. Oui. Vous pouvez approfondir la notion de yin-yang, qui n'est pas justement duale, elle est ternaire, si j'ai bien compris. Alors, la notion de yin-yang est intéressante parce qu'il ne s'agit pas véritablement d'une dualité, mais ce que les Chinois appellent les deux flancs d'une montagne. La montagne n'existe que parce qu'il y a une pente et une pente opposée. Donc, tout phénomène en mouvement, comme la circulation du qi dans les organes, etc., sont liés à un équilibre entre un aspect yin et un aspect yang, que j'ai comparé d'ailleurs dans ce livre à ce qui existe en science, c'est-à-dire l'homéostasie, l'équilibre entre le système sympathique et le système parasympathique. Donc, c'est toujours un équilibre qui fait que nous sommes en bonne santé, alors que s'il y avait un trop de yang ou trop de yin, en gros, si on est très stressé et pas du tout stressé,
eh bien, les deux situations extrêmes sont toujours néfastes. Donc, pour qu'un corps, un humain ou un animal, fonctionne correctement, il lui faut atteindre un équilibre physiologique que les Chinois appellent harmonie. Donc, le terme d'harmonie ne signifie pas tout à fait la même chose en Chine et en Occident. Il est beaucoup plus profond et ce n'est pas simplement être en ce qu'on appelle habituellement être en harmonie avec la nature, etc. C'est beaucoup plus profond que ça. D'accord. Et alors, le Qigong, il permet d'aller à la recherche de ces équilibres. Tout à fait. La recherche de l'équilibre s'obtient si on a conscience de la façon dont nous fonctionnons. Or, nous ne fonctionnons très souvent que par la compréhension de ce qui nous passe par la tête, mais de ce qui se passe dans le corps également. Oui. Alors qu'en réalité, comme je vous avais dit tout à l'heure, ce qui est intéressant dans l'approche chinoise, c'est l'aspect invisible. On s'aperçoit par exemple que lorsque nous faisons des actions musculaires, lorsque nous faisons fonctionner notre foie, notre estomac, etc., nous ne ressentons pratiquement rien de ce qui se passe. Tout se passe de façon automatique. Mais si on fait attention à ce qui se passe lorsqu'on est en train de bouger, lorsque notre estomac fonctionne plus ou moins bien, lorsque nous avons des émotions, nous sommes en train d'avoir une conscience de la façon dont nous fonctionnons dans ces différentes composantes, c'est-à-dire l'aspect intellectuel, l'aspect physique et les aspects émotionnels, qui tous se rejoignent d'ailleurs dans la médecine chinoise. Vous remarquerez que quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que dans la médecine chinoise, on parle des 5 éléments qui sont les organes, le cœur, le foie, l'estomac. Et on a oublié le cerveau. C'est tout à fait étonnant. Or, les taoïstes étaient d'excellents observateurs de ce qui se passe dans le corps. Et ils ont attribué les émotions aux organes. Par exemple, le rein et la vessie, eh bien, on relie la peur. Et on sait très bien que lorsqu'on a peur, ce sont des organes qui se lâchent. Ce n'est pas du tout scientifique, mais c'est une observation qui va valider le fait que la peur est liée à cet organe qui est un organe qui est fait pour dépurer le sang. D'accord. Alors, le cerveau n'intervient pas du tout? Si, le cerveau est un ordinateur. C'est un gestionnaire extérieur au fonctionnement des organes qui ne font que faciliter le fonctionnement de l'organe. Parce qu'on pourrait, par exemple, retourner la proposition de dire le cerveau contrôle tout, le cerveau contrôle notamment le système digestif. Et si on disait l'inverse? Ce qui est important dans la vie, c'est le ventre. On peut s'abstenir de penser, on ne va pas mourir. Si vous ne mangez plus, vous mourrez. Et donc, on pourrait dire que le cerveau est un organe extrêmement élaboré au service du ventre, de la fonction digestive. Alors, parce qu'au départ, le cerveau a essentiellement servi à cette fonction-là.
Ça vient du fond des temps, ça. Tout à fait. Hmm, Mais nous venons des fonds des temps. tout à fait. On n'y fait pas suffisamment attention. Et alors, dans cette optique, comment est-ce que vous réinterprétez la méditation, les effets de la méditation, puisque la méditation, c'est particulièrement empêcher le cerveau de nous entraîner et revenir en nous-mêmes. Donc, c'est quand même bien lié à ce qui se passe dans la tête, la méditation. Est-ce que vous la concevez par rapport aux autres organes? Oui, la méditation a effectivement un rôle important de nos jours euh, vis-à-vis des humains tels qu'ils sont constitués aujourd'hui. Mais ce n'est pas une fonction vitale. D'accord. On peut très bien vivre sans méditer. D'ailleurs, la plupart des gens ne le font pas. Donc, c'est effectivement un luxe que les humains ou certains humains peuvent avoir pour augmenter leur conscience et la conscience de leur corps et revenir à la conscience innée que les animaux possèdent vis-à-vis du monde extérieur et d'eux-mêmes. D'accord. Vous réfléchissez aussi à la question de l'intention et du libre arbitre. Oui. Euh, ça, là encore, c'est tout le corps qui est concerné, ce sont certaines fonctions. Euh, Moi, j'ai du mal à m'imaginer que c'est ailleurs que dans la conscience que tout ça se passe. La conscience est une fonction euh, qui n'apparaît que tardivement, je pense, dans l'évolution du cerveau. Et il se trouve que prendre conscience d'un événement est une activité qui est toujours en retard par rapport au fonctionnement automatique du cerveau. Vous vous rendez compte que lorsque nous conduisons une voiture, par exemple, il y a un moment où nous sommes tellement habitués à conduire une voiture que l'on peut faire autre chose, discuter avec son voisin, et on est en train de conduire de façon totalement automatique, aussi bien dans la vision du champ à travers le pare-brise que de la gestuelle qui nous fait changer de vitesse. Maintenant, on ne change plus de vitesse parce que les voitures sont plus modernes. Mais pour tourner le volant ou pour freiner, etc., nous agissons de façon automatique, sans intention. Oui. Mhm. Donc, effectivement, l'intention, c'est, comment dirais-je, un mécanisme automatique qui s'est intellectualisé. Mhm. Je pense que c'est un luxe au même titre que la méditation que vous avez, qui est tout à l'heure. D'accord. Et l'inconscient, alors? Pardon? Et l'inconscient des psychanalystes. Alors, c'est un champ que je n'ai pas beaucoup exploré euh, et mais qui relève, je pense, de la façon dont en Occident, on a magnifié le fonctionnement du cerveau et hypertrophié son importance. Je pense que cette évolution qui est idéologique Mm. s'affirme de plus en plus
pour donner de plus en plus d'importance aux idées plutôt qu'aux sensations. Mhm. Et alors, ce clivage culturel, vous le voyez comment dans l'avenir? Qu'est-ce que l'humanité est en train de devenir? Il est probable que dans quelques siècles, il y aura un croisement des idéologies, des façons de voir le monde, de façons de concevoir l'humain. Il faut se rendre compte que le monde occidental et le monde chinois, essentiellement, ne se sont rencontrés que depuis très peu de temps. Pendant des millénaires, ce sont deux cultures qui se sont développées de façon totalement indépendante et pratiquement sans influence, Mhm. séparées par l'Himalaya, ce qui fait que l'Inde fait plutôt partie du monde indo-européen, alors que la Chine, la Corée, le Japon, etc., étaient isolés, non pas isolés, ils étaient dans un autre monde. Ouais. C'est le monde autour des mers de Chine, alors que le monde occidental s'est construit autour de la Méditerranée. C'est un creuset qui a été à l'origine de tout le développement de la civilisation occidentale. Mhm. Et ces deux civilisations ne se sont pas rencontrées pendant des millénaires, des dizaines de milliers d'années. Et il est tout à fait regrettable que cette première rencontre, il y a 2 siècles et demi, se soit faite dans des conflits. Et le fait de ne pas reconnaître l'autre Mhm. et sa différence. Parce que les différences sont profondes, elles sont extrêmement ancrées dans l'ADN, je dirais. L'ADN des Chinois, c'est très simple, ce sont des paysans. Ouais. Ils ne sortent pas de chez eux, ils cultivent, ils font du commerce, ce ne sont pas des guerriers. Est-ce que vous avez pu observer la façon dont s'est déroulée la pandémie du Covid en Chine, enfin, dans les pays d'Orient, euh, en fonction de la médecine chinoise, en fonction de pratiques comme celle du Qigong? Est-ce qu'il y a eu des initiatives dans ce sens-là? Ou bien est-ce que les mesures sociales qui ont été prises s'expliquent essentiellement d'un point de vue politique? Est-ce que les gens, les médecins, tout simplement chinois, ont joué un rôle particulier par rapport à la pandémie? Oui, je pense que c'est tout le monde, la société chinoise qui a réagi de façon très différente. Il faut comprendre que la Chine a l'habitude des pandémies mortelles Oui. et c'est pas seulement la Chine, c'est toute l'Asie du Oui. sud-est asiatique. Ils ont réagi au départ avec peut-être un peu de retard et très rapidement, ils ont tous les pays d'Asie du sud-est asiatique ont immédiatement pris les mesures, non pas pour diminuer l'impact de la pandémie, mais pour se débarrasser du virus. La politique, c'était zéro Covid. Alors, il y avait 3 éléments. Euh, L'infrastructure médicale qui a joué son rôle, parce qu'à la suite du SRAS de 2002, qui était également dû à un coronavirus, c'est une micro-épidémie qui a été rapidement maîtrisée.
Et à l'époque, on avait beaucoup critiqué la façon dont la Chine avait réagi, tout simplement parce que à cette époque, la structure sanitaire était liée à un double événement. Le système chinois essayait de se débarrasser du système soviétique et d'adopter le système américain. Donc, le système était en pleine révolution interne. Et effectivement, face à cette pandémie, il y a eu une désorganisation totale. Mais ils ont tiré les leçons de cette première pandémie. Et à la deuxième pandémie, où ils ont eu du mal à détecter, je dirais, le début de la pandémie, parce que c'est difficile de savoir comment on commence une pandémie. Eh bien, ils ont immédiatement appliqué des mesures absolument drastiques, effectivement, pour se débarrasser du virus. Et là, il faut dire qu'il y a eu une participation de la population qui était extrêmement forte, qui fait que les villages se barricadaient eux-mêmes. C'est la population qui s'est barricadée chez eux. D'accord. Ils empêchaient même les secours d'arriver parce qu'ils avaient bloqué les routes. Donc, ça a été une politique très, très ferme, non seulement du gouvernement, mais également de la population qui a hyper réagi. D'accord. En ce qui concerne la médecine chinoise, je pense que c'est une opinion personnelle. Je pense qu'elle a été utilisée avec efficacité, mais ni la presse ni les autorités sanitaires n'ont fait état de cette utilisation de la médecine chinoise, parce que déjà qu'on critique énormément la Chine sur sa gestion de la pandémie, si en plus on parle de la médecine chinoise avec des herbes, etc., elle aurait été massacrée. Donc je pense qu'ils ont été relativement discrets alors qu'ils ont effectivement utilisé la médecine chinoise essentiellement pour les effets secondaires, les séquelles et les aspects symptomatiques. D'accord. C'est très intéressant parce que on voit à l'épreuve des faits comment effectivement cette vision du monde et cette culture réagissent différemment de nous. Oui, tout à fait. Vraiment. Hein, ouais. Tout à fait. Le port des masques est absolument symptomatique. Oui. Il a D'accord. fallu un certain temps, mais en Occident, on a fini par accepter l'utilisation du masque par une grande majorité de la population. Alors j'en reviens au Qigong. C'est une pratique que vous continuez. Vous avez des gens autour de vous qui pratiquent. Vous participez à des clubs. Alors, Comment oui, ça se passe en France actuellement? de façon générale, le Qigong a été extrêmement développé, un peu moins que le yoga, qui a quelques décennies d'avance. D'accord. Donc, le Qigong a pris du retard, mais c'est une activité qui est en train de prendre sa place parce qu'il y a des écoles, des formations et une demande de la population qui fait on trouve des enseignants de Qigong un peu partout en France, dans les campagnes, dans les villes. Et c'est une activité qui est en train de prendre sa place. Personnellement, j'enseigne dans un cercle, essentiellement un cercle d'amis d'ailleurs, de relations. Au départ, j'ai travaillé en présentiel à Paris et en banlieue parisienne. Et avec le confinement, je suis très rapidement passé
aux séances sur Zoom. Je l'ai fait très rapidement parce que 5-6 ans auparavant, j'avais commencé déjà à faire des séances de Qigong avec un enseignant de Tai Chi en Australie. Et donc, j'avais la pratique déjà de l'expérience de communiquer à distance, d'autant plus qu'en 1974, j'avais organisé la première vidéoconférence entre le Canada et la France, entre l'Institut Pasteur et l'Institut Armand-Frappier. D'accord. En 1974. C'était expérimental. C'était un pionnier, là. Et donc, je connaissais un petit peu le mode de fonctionnement par vidéo et j'étais assez habitué à cette pratique. Très bien. Et donc, vous avez de nombreux élèves. Comment ça se passe? Je n'ai pas très nombreux élèves, mais ils sont un peu dispersés partout. Grâce au Covid-19, justement, étant passé sur Zoom, il n'y avait plus de frontières. Et donc, des élèves qui sont au Mexique, au Brésil, aux États-Unis, à Tel Aviv, en Australie, en Chine, à Londres, et même en France. Leur parler en anglais? Alors, quand j'ai travaillé avec l'Australie, c'était avec une Australienne, donc c'était en anglais. Mais là, étant donné que la majorité des élèves sont francophones, je fais des cours en français. D'accord. Ils ont lu votre livre? J'espère. Vous n'en avez pas parlé avec eux? Alors, j'en ai parlé, mais surtout, je mettais en pratique ce qui est décrit dans le livre, parce que ce n'est pas un livre de technique de Qigong. Non, tout à fait. C'est un livre de réflexion. Et ces réflexions viennent compléter l'aspect technique que j'enseigne. D'accord. Très bien. C'est pour ça que ça sera intéressant de voir comment ceux qui le pratiquent se servent du livre pour aller plus loin dans une réflexion et une philosophie, finalement, de ces pratiques-là. Oui, oui. Et parmi mes élèves, j'ai pas mal de scientifiques. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions que j'aurais oublié de vous poser et des thèmes sur lesquels vous pensez que c'est important de parler? Non, je pense que ce qui était important, c'est de parler du côté invisible de la pratique. Le fait qu'on est en train de sentir ses organes, son corps, en travaillant séparément différents aspects, et puis en unifiant toutes ces sensations pour faire un tout, de telle façon qu'il y ait une fusion effectivement de la perception intellectuelle et de la perception physique de son intériorité. Donc effectivement, c'est très intéressant de terminer par cette notion d'unité qui est absolument fondamentale. Oui, oui, tout à fait. L'unité de soi. Oui, c'est une pratique qui, grâce au recentrage physique, simplement par la gestuelle, par les postures, par la perception de son centre de gravité, on finit par avoir un centrage intellectuel parce qu'on se sent ancré dans la terre. Très bien. Merci beaucoup pour ce moment de réflexion en commun et merci beaucoup pour ce très intéressant bouquin qui vraiment touche à des choses qui d'habitude sont séparées et on retrouve là une unité qui donne, alors j'allais dire à réfléchir, mais bon, il faut que ça passe dans le corps maintenant. Alors. Absolument.
Dans le cœur. Et dans le cœur, voilà. Merci infiniment et très bonne continuation. Merci, c'était un plaisir pour moi. À bientôt. Au Au revoir. revoir.